Je suis professeure en CPGE à 2 lycées de Saint-Brieuc, en scientifique et aussi en littéraire. Et donc, comme je suis auteure de manuels au PUF, je vais vous présenter le thème annuel pour l'année qui vient, à savoir individu et communauté. Donc un thème avec 2 termes, à la différence d'autres thèmes précédents. Et le programme se constitue de 4 ouvrages. D'abord, vous avez des pièces de théâtre antique d'Échille, donc qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ces 2 pièces très courtes sont l'une Les Suppliantes, une des premières pièces d'Échille, et donc la deuxième s'intitule Les 7 contre Thèbes, et qui est donc plutôt de la moitié de l'œuvre de Échille. Et ensuite, vous avez d'Edith Wharton, datée de 1920, mais qui raconte la New York des années 1860, le temps de l'innocence. Et enfin, vous avez Un philosophe à lire, et donc il s'agit du traité théologico-politique de Baruch de Spinoza, qui a été publié en 1670 à Amsterdam, enfin, en tout cas aux Provinces-Unies. Et donc je voudrais commencer par vous parler un tout petit peu de la thématique. Donc vous pouvez être surpris de cet intitulé « Individu et communauté ». L'individu, ce n'est pas la personne. La personne a en effet un caractère beaucoup plus abstrait, beaucoup plus juridique. On parle de personne morale pour parler du respect, par exemple, que Kant dit que nous devons avoir envers chaque individu, quel qu'il soit, justement, abstraction faite de ce qui fait son individualité. Donc l'individu, au contraire de la personne, est en chair et en os. Un individu, c'est vous et moi, avec un corps, donc c'est une personne mais incarnée, avec une histoire, une culture, et donc des spécificités, un style, à nul autre pareil, une originalité, une singularité pourrait-on dire. Donc l'individu, c'est beaucoup plus complexe à aborder qu'une personne, puisqu'il suppose d'étudier à la fois la psychologie de la personne, les aspects sociaux qui font qu'elle communique avec d'autres, et les groupes d'appartenance à laquelle cet individu choisit d'appartenir ou ne choisit pas d'ailleurs, suivant son lieu de naissance et son pays, son histoire, sa date de naissance. Et donc la communauté, de l'autre côté, ce n'est pas la société non plus. La société aussi a quelque chose de plus abstrait, bien qu'on puisse aussi parler de société en termes de clans. Mais la communauté, si on veut creuser la différence, la communauté, c'est une communauté d'appartenance. Souvent, on a en commun des valeurs, en plus d'un territoire, de lieux communs, un pays à défendre. Et donc, une communauté, il peut y avoir plusieurs communautés dans une même société qui se croisent, ce qui fait toute la complexité de faire société malgré la pluralité des communautés. Les communautés peuvent aussi désigner des familles, des clans, comme on verra chez Edith Wharton. Les communautés supposent de s'affecter, c'est-à-dire elles supposent la dimension sensible également, et pas simplement la dimension intellectuelle. Et donc les communautés sont elles aussi incarnées. Donc pour essayer de creuser en fait le thème, on peut aborder 3 mouvements en fait pour relier les 2 termes. Le premier mouvement, c'est le mouvement d'individualisation. En réalité, les individus ne sont pas apparus dans l'Antiquité tels que nous les connaissons. Il y a eu progressivement une conception de l'individu moderne qui s'est faite bien après l'Antiquité dont nous parle Échille. Dans la Grèce antique, il n'y a pas vraiment d'individus, il y a plutôt des familles avec leur destin. Et donc on appartient sur la place publique à une ville, Athènes, une cité, bien plus qu'on est un individu privé. Et progressivement, le processus d'individualisation va se faire en réfléchissant bien sûr aussi au travail, au mariage, à tout ce qui va se dessiner de manière plus contemporaine. Et le processus d'individualisation va être lié aussi à la découverte des droits individuels, donc lié aussi au capitalisme, au libéralisme. Et ça, c'est une histoire à laquelle nous fait participer Edith Wharton également. Lors de ce processus d'individualisation, ce qu'on peut se demander, c'est comment devient-on un individu? Comment échappe-t-on à la destinée d'un clan? Comment peut-on devenir soi-même?
Et cela peut passer par le choix d'appartenir à différentes communautés d'appartenance, que ce soit sportive, politique ou lors de fêtes, le fait de choisir d'aller à tel ou tel endroit pour jouer sa carte sociale. La deuxième question que je verrai consiste à interroger la notion de communauté. La communauté suppose un ordre, elle suppose une régularité, elle suppose des normes et donc elle suppose une certaine mise au pas, un certain conformisme. Les gens doivent se plier à un certain nombre de rituels ou de cérémonies plus ou moins implicites pour faire partie d'une communauté. Et donc la communauté pose la question de sa stabilité. Comment une communauté reste-t-elle stable malgré la multitude d'individus très différents qui la composent? Comment résiste-t-elle à l'arrivée d'une brebis galeuse, c'est-à-dire d'un mouton noir, celui dont personne ne veut dans la communauté et qu'on essaye d'excommunier, comme Spinoza qui se fait excommunier de la communauté juive, ou qui se fait exclure, comme Hélène Olenska dans Le temps de l'innocence. Le troisième problème questionne plus la psychologie. C'est la contradiction en fait des communautés elles-mêmes ou des individus avec eux-mêmes, à savoir qu'être un individu, c'est toujours être pris dans divers conflits d'allégeance à une famille d'un côté, à son cœur de l'autre, à la cité d'un côté, à l'amour filial de l'autre, pour Antigone par exemple. Et donc c'est cette complexité, ce conflit interne, cette tragédie interne que les individus vivent ou que les communautés aussi peuvent vivre, ce déchirement que nos œuvres interrogent. Et donc c'est à ces trois niveaux qu'il faut interroger les ouvrages. Comment un individu devient lui-même? Comment obtient-il ce grand style? Comment les communautés se stabilisent-elles autour d'un ordre qui fait que malgré la diversité des pensées, il y a quelque chose comme du commun? Et troisièmement, pourquoi les communautés et les individualités sont-elles traversées par des crises au point de sembler se rompre? Et donc je vous conseille d'abord de commencer par lire Le temps de l'innocence, parce que c'est le plus simple. Vous pouvez regarder le film de Martin Scorsese, qui vous donnera les décors, les costumes, parce qu'on est un individu avec un costume, un style. Et ensuite, vous pouvez vous consacrer d'abord aux suppliantes, puis aux 7 contre Thèbes, et enfin, vous affronter avec le traité théologico-politique, peut-être en commençant par le chapitre 20, celui qui concerne la liberté de penser. Vous comprendrez l'objectif de Spinoza et ensuite de repartir du chapitre 16 et de lire les chapitres 17, 18, 19 qui sont plus compliqués sans introduction, mais vous avez le manuel, vous avez les vidéos pour vous y introduire.